Dans l'actualité ce soir, la fusillade de Carcassonne fait tomber des têtes. Le chef d'état-major de l'armée de terre a démissionné. Le sergent auteur des coups de feu a été suspendu et mis en examen par la justice. Une nouvelle taxe sur les voitures les plus polluantes prévue par le Grenelle de l'environnement. Elle sera payée chaque année à partir de 2009 et s'ajoute au malus versé au moment de l'achat. La première journée de la présidence française de l'Union européenne marquée par 2 fausses notes. Le président polonais refuse de signer le traité de Lisbonne et un commissaire britannique boude le dîner à l'Elysée. Faut-il parler de mauvais départ? Invité Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères. Que les Occidentaux aillent se faire pendre, c'est la réponse du Zimbabwe après les condamnations européennes et américaines. Nos envoyés spéciaux ont rencontré ceux qui fuient le pays par milliers. C'est le dossier de cette édition. La contribution de Bertrand Delanoë pour le congrès du Parti socialiste. À son tour, il se dit favorable à l'adoption pour les couples homosexuels. Nous entendrons les arguments des uns et des autres. Enfin, plus de 200 médicaments en accès libre dans les pharmacies. La liste a été présentée aujourd'hui. Reportage à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. La bavure de la caserne de Carcassonne provoque donc une grosse secousse aujourd'hui dans l'armée de terre. Le chef d'état-major, le général Cuche, a démissionné. C'est un fait rarissime. Il avait été personnellement pris à partie par Nicolas Sarkozy. Autre information de cette fin d'après-midi, le sergent, auteur des coups de feu, a été mis en examen et laissé en liberté. Amaury Guibert, Hélène Verne, Lionel Feuerstein. Un militaire bien noté par sa hiérarchie, aujourd'hui suspendu de l'armée et seul face à la justice. Le sergent de 28 ans, auteur des coups de feu, ici caché sous une couverture, a été mis en examen pour blessures involontaires. La justice privilégie toujours l'hypothèse de l'erreur humaine en série. Il le reconnaît, s'être trompé et avoir inconsciemment complété un chargeur à l'intérieur duquel il existait des balles réelles qui provenaient d'un résidu de tir avec des balles à blanc. Et deuxième erreur, d'avoir utilisé ce chargeur lors de cette manifestation. Au même moment, les familles sont toujours au chevet de leurs proches et la colère monte, comme chez ce père dont l'enfant était sérieusement blessé dans la fusillade. C'est une chose qui aurait jamais dû arriver. C'est une suite de malchance ou plutôt une énorme bévue ou beaucoup d'imprudence. Même énormément d'imprudence, je dirais. Est-ce qu'au sein de la famille, vous réfléchissez à porter plainte? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Les zones d'ombre sont encore nombreuses dans la chronologie des événements. Pourquoi le sergent a-t-il gardé des balles réelles et les a mélangées avec des balles à blanc? Pourquoi le public était-il si proche des soldats et dans l'axe des tirs? Autant de questions embarrassantes pour la hiérarchie militaire. Il y a un défaut d'organisation, un défaut de contrôle, et ces dysfonctionnements ne sont pas seulement liés au drame de Carcassonne, mais sont des dysfonctionnements qui touchent l'ensemble de l'organisation du ministère. Et ce matin, fait rarissime, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bruno Cuche, a démissionné. Hier à Carcassonne, le haut gradé avait subi les foudres du président de la République. Première conséquence de l'affaire, alors que 2 enquêtes, l'une judiciaire, l'autre interne à l'armée, ont été ouvertes. Et ce soir, 13 personnes sont toujours hospitalisées. Je vous le disais en titre, le gouvernement va instaurer une nouvelle taxe sur les voitures les plus polluantes. Elle va s'ajouter au bonus-malus qui s'applique au moment de l'achat. Cette taxe sera versée chaque année. Explication Nicolas Châteauneuf, Daniel Lévy. Payer plus pour continuer à polluer plus. Voilà ce qui attend les futurs amateurs de très grosses cylindrées. Actuellement, le bonus-malus écologique s'applique une seule fois à l'achat d'une voiture neuve et dépend des émissions de CO2 au kilomètre. En dessous de 130 grammes, l'acheteur bénéficie d'un bonus variable. Entre 130 et 160 grammes, ni bonus ni malus. Au-delà de 160 grammes, un malus s'applique jusqu'à 2600 €. Et là, une nouveauté, pour les véhicules neufs émettant plus de 250 grammes, il y aura un malus à payer chaque année. Le montant limité n'est pas encore fixé, les véhicules anciens ne sont pas concernés. Dans cette concession automobile, on vend des petites voitures et des modèles plus puissants, donc plus polluants, avec une crainte que le malus annuel vienne perturber un marché déjà bouleversé. Le particulier de tous les jours, c'est la vache à lait et que tout simplement, on va revenir plus ou moins à la vignette qu'il y avait dans le temps. Depuis le début de l'année, les ventes de voitures émettant moins de 130 grammes de CO2 ont bondi de 50%. Un succès qui coûtera cette année 200 millions d'euros à l'État. Pourtant, le dispositif pourrait se généraliser à une vingtaine de produits de consommation courante.
faut des critères objectifs, il faut faire attention au plan social, des usines, des producteurs. Donc c'est très très difficile, mais le monde mettra en place un prix écologique et je voudrais que la France soit le premier pays à le faire. Écran plat, réfrigérateur, pneus, ampoules, la liste des produits concernés est encore en discussion. Elle sera rendue publique avant la fin de l'année. C'est fait, c'est officiel. La France a pris aujourd'hui les rênes de l'Union européenne pour 6 mois. Paris a voulu marquer le coup. Même la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe se sont mis aux couleurs de l'Union. Thierry Curtet, Alain Locasio. Sous l'Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu, flotte ce soir côte à côte le drapeau français et l'étendard européen. C'était il y a quelques minutes la cérémonie officielle qui marquait le début de la présidence française de l'Union européenne. Les commissaires européens ont eu droit au tapis rouge ce matin, gare du Nord. Parmi eux, le commissaire français. Il donne le ton de la journée. Je pense qu'il faut rester optimiste. La France peut montrer que, encore une fois, elle est capable de remettre un peu l'Europe en bonne forme. Un peu de méthode couée pour être optimiste. C'est aussi ce que se disent les ministres français mêlés aux commissaires européens pour la photo de famille dans les jardins de Matignon. D'ailleurs, François Fillon diagnostique un certain désamour pour l'idée européenne. Je pense que comme moi, vous sentez, vous constatez que l'idéal européen s'est émoussé. Après le 3e nom d'un peuple en quelques années, l'urgence aujourd'hui c'est de convaincre. Et pour convaincre, il faut agir dans les domaines qui concernent le plus directement nos concitoyens, ces domaines où chacun sait que le niveau européen est incontestable. Les Européens veulent du concret, dit en substance le Premier ministre. C'est alors Nicolas Sarkozy qui reprend la main. Il reçoit José Manuel Barroso et lui fait part d'un projet, une idée pour fédérer. J'ai dit au président Sarkozy qu'il avait raison de vouloir discuter à 27 d'un plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer et de lancer la réflexion sur un Erasmus pour les apprentis artisans en Europe. Tout est bon pour relancer une Europe en crise. On fait appel aux symboles, du bleu et des étoiles. Depuis hier, la Tour Eiffel brille aux couleurs de l'Europe. Voilà, mais je vous le disais, cette présidence démarre dans la difficulté. Premier couac après l'Irlande, c'est le président polonais qui indique qu'il refuse de signer le traité de Lisbonne. Autre fausse note, le commissaire britannique Peter Mandelson se dit déçu par les critiques de Nicolas Sarkozy hier soir et boude le dîner présidentiel offert à l'Elysée. Alors faut-il parler de mauvais départ? Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, nous répondra dans un instant. D'abord le détail de ses premiers soucis avec Philippe Rochaud. Voici l'homme qui paralyse aujourd'hui l'avenir du traité de Lisbonne. Lech Kaczynski, président de la Pologne depuis 2005. Il refuse de ratifier le traité, approuvé pourtant par le Parlement, car il estime que ce document n'a plus de raison d'être après le non irlandais. Mais ce refus est aujourd'hui le résultat du conflit qui l'oppose à son Premier ministre Donald Tusk, un libéral qui croit à l'Europe et dont le parti a la majorité au Parlement. La ratification du traité de Lisbonne est dans l'intérêt de la Pologne. Nous ne pouvons pas accepter de nous retrouver dans la position de l'Irlande. En mai dernier, Nicolas Sarkozy avait défini la Pologne comme le seul pays que la France n'avait pas combattu. Aujourd'hui, la position du président Kaczynski embarrasse Paris. Mais Nicolas Sarkozy rappelle quelques vérités. Je ne peux pas imaginer que le président qui a lui-même signé en bas du document, à Bruxelles d'abord, à Lisbonne ensuite, puisse remettre en cause sa propre signature. La présidence française commence aussi sur une polémique avec le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, ici à droite, dont la politique a été contestée hier soir par Nicolas Sarkozy. Monsieur Lamy et Monsieur Mandelson voudraient nous faire accepter un accord au terme duquel, tenez-vous bien, l'Europe s'engagerait à diminuer de 20% sa production agricole, à diminuer de 10% ses exportations agricoles. C'est 100 000 emplois supprimés, je ne le laisserai pas faire. Peter Mandelson se déclare déçu par les déclarations de Nicolas Sarkozy, à un moment, dit-il, où l'Europe a plus que jamais besoin d'unité et ne participait pas ce soir au dîner de l'Elysée. Voilà, bonsoir Bernard Kouchner. Alors c'est une présidence française qui aurait pu mieux commencer. Après le non irlandais, voici que c'est la Pologne qui donne un coup d'arrêt à ce traité. Est-ce que vous êtes inquiet, déçu? Est-ce que vous pensez qu'on peut sauver ce traité? Écoutez, c'est le premier jour de la présidence française qui démarre très bien.
Je ne parle pas du non irlandais sur lequel nous reviendrons. Laissons-les réfléchir. Pas à nous d'intervenir. Mais en tout cas, pour la panne... Oui, l'incident polonais, qui est un incident, je crois, très intérieur. Je vous rappelle que la diète polonaise, c'est-à-dire le Parlement, a voté la ratification du traité. Le président ne veut pas signer pour l'instant, a-t-il dit. Il y aura certainement un autre moment. Là, je suis très confiant. Donc vous pensez que la Pologne n'a pas encore tranché définitivement? Vous espérez que la Pologne va ratifier pour de bon? Non, je pense que la Pologne a tranché, qu'elle va ratifier et que le président, pour des raisons qui le regardent et qui ne nous regardent pas, ne veut pas signer pour le moment, mais je suis à peu près persuadé qu'il signera. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'y a pas été trop fort pour un début de présidence européenne avec ses critiques contre Peter Mandelson, le commissaire au commerce, qui aujourd'hui se dit déçu? Écoutez, je ne sais pas s'il est déçu, mais je viens de travailler 1 heure avec lui et il m'attend en ce moment. Nous allons continuer le travail avec Peter Mandelson et avec toute la commission et ça se passe, je vous l'assure. Je n'ai pas l'habitude de mentir sur ces sujets politiques. Ça se passe dans une excellente ambiance, chaude et sympathique, vous verrez, lorsque nous irons vers l'Arc de Triomphe. Je crois vraiment que ça se passe très bien. Il faut aller très vite. Mais il ne faut pas un ton plus conciliant quand on est président de l'Union? Bon, écoutez, il faut parler politique franchement. S'il y a des désaccords, il faut les dire clairement, c'est mieux. Et ensuite, je crois que la discussion en sortira améliorée. Bien oui, sur l'Organisation mondiale du commerce, la position du président français n'est pas celle du commissaire pour le moment. Une dernière chose, nous allons travailler là-dessus. L'Europe du concret, l'Union européenne sur la diplomatie. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple sur le Zimbabwe dont le président a été réélu au terme de ce que tout le monde appelle une mascarade? Oui, vous avez tout à fait raison. Nous venons d'en parler avec Louis Michel. Il faut être très précis. L'Union européenne n'acceptera pas un autre gouvernement qu'un gouvernement dirigé par M. Tsvangirai. Mais est-ce qu'elle peut se faire entendre? Parce qu'il a eu 40... N'acceptera pas, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en train de se faire entendre. Je suis en train de le dire. Nous sommes la présidence française. Avec la Commission, nous sommes clairs. Le gouvernement est illégitime s'il n'est pas dirigé par le chef de l'opposition, M. Tsvangirai, qui a eu 47% des voix au premier tour. Et le deuxième, en effet, fut une mascarade. Et j'espère, et nous le demandons à nos amis de l'Union africaine ne doit pas accepter autre chose que la direction de ce représentant du peuple du Zimbabwe. Merci à Bernard Kouchner qui était avec nous en fin d'après-midi pour cette interview enregistrée. Alors le Zimbabwe précisément, avec d'abord cette réplique de Robert Mugabe aux condamnations européennes ou américaines, que les Occidentaux aillent se faire pendre, dit-il par la voix d'un de ses conseillers. Le président dictateur assiste en ce moment au sommet de l'Union africaine où il a été bousculé. L'Union africaine qui hausse le ton et pourrait demander un gouvernement d'union nationale. Il faut dire que là-bas, la répression s'ajoute aux pénuries. Nos envoyés spéciaux ont pu se rendre à la frontière avec l'Afrique du Sud. Ils ont rencontré ceux qui fuient le pays par milliers. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Dominique Verda et Frédéric Guiraud. Ce n'est pas demain qu'il sera au chômage, Kumbulan Manare, quand on passe comme lui ses journées à réparer la clôture électrique qui court le long de la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le travail est un éternel recommencement. On a beau faire tout ce qu'on peut pour les en empêcher, les gens passent quand même. Ce que je répare ici aujourd'hui, dans un jour ou deux, il faudra que je recommence. Ça n'en finit jamais. 80 km de grillage et de fils de fer barbelés, un no man's land d'une centaine de mètres de large que patrouille nuit et jour l'armée sud-africaine. Et pourtant rien n'y fait. Sur la rive nord du Limpopo, côté zimbabwéen, ils sont une douzaine cet après-midi à tenter l'aventure. À cet endroit, le fleuve n'est guère profond et les crocodiles en cette saison, paraît-il, sont moins nombreux qu'à la saison des pluies. Elle, c'est son petit-fils qu'elle porte sur son dos. Sa fille, la mère de l'enfant, depuis plusieurs mois, les a précédés en Afrique du Sud, où elle a déjà trouvé du travail. J'espère que là-bas, on vivra mieux. Et au Zimbabwe, du travail, il n'y en a pas? Non, il n'y a rien. Lorsque passe une voiture, chacun retient son souffle. Ce pourrait être la police ou l'un de ces fermiers blancs qui font la chasse aux clandestins. Le calme revenu, avant de s'élancer, il faut payer le passeur. 10 € la traversée du fleuve, 4 de plus pour avoir découpé une brèche dans la clôture. Les prix sont à la tête du client et ceux-là sont des pauvres, comme l'immense majorité des Zimbabwéens. Le dernier obstacle, bien moins difficile à franchir finalement qu'il ne l'imaginait. Encore 100 mètres à découvert, le cœur battant avant de pouvoir enfin se reposer un peu à l'abri des regards.
Certains viennent du sud du pays où les opposants à Robert Mugabe ont subi jusqu'au second tour de l'élection présidentielle une vague de violence et d'intimidation. Il suffit qu'on te soupçonne d'être un partisan du MDC, un adversaire du président, pour qu'on te traque sans relâche comme un animal nuisible. Pour parvenir à la ville la plus proche, 24 km encore à parcourir dans la brousse. Cette terre par chance appartient à une famille dont on sait par ici qu'elle ne met aucun obstacle sur la route de ceux qui fuient leur patrie. Car Anesnel lui aussi a quitté le Zimbabwe. C'était en 1980 quand le pays est devenu indépendant et que Robert Mugabe a pris le pouvoir. Le Zimbabwe, c'est un pays béni pour l'agriculture. Il suffirait que les conditions politiques changent et en 4 ou 5 ans au maximum, ça redeviendrait un pays normal. Sur les 450 saisonniers qu'Anesnel emploie pour la récolte des oranges, les 9/10 sont des Zimbabwéens. Il les a fait venir légalement, ce qui dans la région n'est pas si fréquent. Avant de venir ici, j'espérais que Mugabe finirait par renoncer au pouvoir et que les choses s'arrangeraient. Mais là, je n'ai plus aucun espoir. Il y aurait en Afrique du Sud entre 3 et 5 millions de Zimbabwéens, pour la plupart en situation irrégulière. Tant que Robert Mugabe restera au pouvoir, tant que l'économie continuera de s'effondrer et que l'opposition ne pourra s'exprimer librement, ils seront chaque jour plus nombreux à prendre le chemin de l'exil. En bref, des nouvelles d'un pays du bout du monde dont on parle peu. L'état d'urgence a été décrété en Mongolie après les affrontements très violents. Les anciens communistes revendiquent la victoire aux élections législatives. Le siège du parti au pouvoir a été envahi. Rappelons que ce pays enclavé entre la Russie et la Chine a adopté une constitution démocratique il y a 16 ans après la chute du bloc soviétique. Au Portugal, des nouvelles de l'affaire de la petite Madi. La police judiciaire a conclu son enquête. Apparemment, rien ne vient étayer la mise en examen des parents de la fillette qui avait disparu il y a un peu plus d'1 an pendant les vacances de cette famille britannique. À Londres, Maryse Burgot, Laurent Desbois. L'enquête sur la disparition de cet enfant est donc bouclée. Mais 2 questions restent ce soir sans réponse. Madeleine McCann est-elle oui ou non vivante? Et ses parents vont-ils garder le statut de suspect qui pèse sur eux? Si la police reconnaît publiquement qu'elle n'a aucune preuve, cela veut dire qu'elle ne peut laisser cette mise en examen. Elle doit donc automatiquement lever ce statut de suspect officiel. C'est maintenant une affaire d'avocat et de justice. Selon les journaux portugais, le ministère public pourrait dans les prochains jours clore l'enquête, faute d'éléments probants. La disparition de cet enfant resterait alors une totale énigme. 3 mai 2007, Madeleine McCann dort avec ses 2 petits frères dans cet appartement de vacances à Praia da Luz. Ses parents dînent à 160 mètres de là. C'est à ce moment-là que l'enfant disparaît. Le visage et les yeux de Madi deviennent alors omniprésents dans les médias britanniques. Monuments, t-shirts, affiches, stades de football, sites internet, mobilisation de stars internationales, du jamais vu. Please, could you go to your local authorities or police? Les parents sont tous les 2 médecins, ils sont photogéniques et ils entretiennent savamment l'intérêt des médias en créant eux-mêmes des événements. Le plus spectaculaire étant cet entretien avec le pape. Puis c'est le coup de théâtre. Les McCann sont désignés comme suspects. La police pense qu'ils auraient tué accidentellement Madi et auraient disposé de son corps. Le couple choisit alors de rentrer en Grande-Bretagne. Leur maison dans le nord de l'Angleterre est prise d'assaut par la presse. Mais le mystère reste entier. Retour en France avec un nouvel élément dans l'affaire de Villiers-le-Bel qui avait provoqué plusieurs jours d'émeutes à l'automne dernier. Vous vous souvenez sans doute que 2 adolescents étaient morts après la collision de leur mini-moto avec une voiture de police. Eh bien, c'est précisément la version des policiers qui est mise en doute par un rapport d'expertise. Pierre Monégier, Annie Triboire. Les 2 adolescents avaient été tués sur le coup. Ils roulaient sans casque lorsque leur moto a percuté cette voiture de police qui avait priorité. Très vite, la mort de Moussine et Laramie met le feu à la cité. Autour d'une question, quelle est la responsabilité des policiers? À l'époque, ceux-ci certifient qu'ils roulaient à 45 km/h. Or aujourd'hui, une nouvelle expertise les contredit. Selon ces conclusions, leur voiture roulait à 64 km/h au moment du choc.
Pour l'avocat des familles des victimes, il s'agit bien d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Il n'y avait pas de gyrophare, il n'y avait pas d'avertisseur, il y a même une phase d'accélération dans la traversée du carrefour, donc il est évident que tout véhicule, tout piéton, tout cycliste passant à ce moment-là ne pouvait qu'entrer en collision avec ce véhicule. Les familles demandent que les policiers soient à nouveau entendus par la justice. Pour leur syndicat, jusqu'à preuve du contraire, les fonctionnaires n'ont commis aucune faute. Nous faisons confiance à la justice pour dire ce qu'il en est vraiment de cette affaire, et à ce jour, il est clair que pour nous, les policiers ne sont pas mis en cause. L'enquête doit durer encore de nombreuses semaines. Ce soir, la Direction générale de la police nationale assure que si les policiers sont fautifs, ils seront sanctionnés. En bref, des nouvelles du Clémenceau. L'odyssée de l'ex-porte-avions s'achèvera finalement dans un chantier de démolition britannique au nord-est de l'Angleterre. Le ministère de la Défense a tranché aujourd'hui. Il sera cédé pour 2,5 à 4 millions d'euros. Politique à son tour, Bertrand Delanoë dépose sa contribution en vue du congrès du Parti socialiste à l'automne. Au programme, un nouveau contrat social, l'augmentation du budget de la recherche ou encore la reconnaissance du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels. Hélène Hugues, Damien Louvet. Bertrand Delanoë en toute discrétion. Pas de grand meeting façon Ségolène Royal, mais une simple mise en ligne de sa contribution sur Internet. Sous le titre « Clarté, courage et créativité », le maire de Paris dit ce qu'il veut pour le Parti socialiste. On veut un parti qui est vraiment cette culture collective, cette culture du travail en commun, qui fédère les ambitions individuelles et qui soit clair aussi sur ses alliances, à gauche. Autrement dit, pas d'alliance avec le MoDem, stratégie que défendait Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle. Comme elle, en revanche, il prône la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Sur le libéralisme qu'il revendiquait dans son livre, il corrige le tir, ne parlant plus aujourd'hui que de libéralisme politique, au nom duquel il défend de nouveaux droits. Pour les étrangers, celui de voter aux élections locales. Le droit de mourir dans la dignité, en clair, légaliser l'euthanasie. Enfin, pour les couples homosexuels, le droit de se marier et d'avoir des enfants. Une contribution signée par tous ses amis et notamment Lionel Jospin. Et on s'arrête un instant sur cette question des enfants pour les couples homosexuels. L'adoption n'est autorisée pour l'instant en Europe qu'aux Pays-Bas. En France, la question divise. Voici les arguments des uns et des autres. Homoparentalité, le débat avec Édouard Bergeon et Christophe Vignal. Ces deux enfants ont deux papas. Ces trois autres ont deux mamans. Ce sont des familles homoparentales. Dans la majorité des cas, les enfants proviennent d'une relation hétérosexuelle antérieure de l'un ou des deux conjoints. Autre possibilité, les enfants ont été conçus par insémination artificielle ou adoptés. Dans ces conditions, l'enfant peut-il oui ou non construire son identité avec des parents de même sexe ? L'enfant, il va construire son image de la différence des sexes dans l'ensemble de la société, ailleurs, à l'école, avec ses instituteurs, ses institutrices, et dans l'ensemble de la réalité sociale qui l'entoure. Puisqu'un enfant est conçu par un homme et par une femme, il trouve son équilibre dans le fait d'abord de savoir de qui il est l'enfant, et dans le fait que la réalité psychologique à laquelle il va être confronté n'est pas trop éloigné de la réalité physiologique. Dans le couple homoparental, le coparent a-t-il la même place que le parent biologique ? Celui qui, dans le couple d'homoparents, n'est pas le parent, n'a pas mis au monde l'enfant, n'a contribué en rien à la mise au monde de l'enfant, qui soit nommé comme un éducateur, ce qui n'empêche pas qu'il puisse avoir des droits et des prérogatives qui sont liées à celles d'éducateur, mais pas comme coparent. Chaque parent concentre en lui des compétences qui autrefois étaient des compétences paternelles et maternelles. Aujourd'hui, chaque parent, il assume à la fois ce qui était traditionnellement de la fonction maternelle et de la fonction paternelle. L'homoparentalité remet en cause la notion de famille traditionnelle. Avec ce nouveau modèle, l'enfant va-t-il oui ou non s'épanouir normalement dans la société ? Par rapport à ses camarades, il est différent. Il est au fond différent comme étaient différents il y a 20 ou 30 ans les enfants de familles recomposées ou de parents divorcés. Que ces parents soient de même sexe ou de sexe différent, l'important c'est le projet, le lien, le soutien, l'amour indéfectible que ces parents vont apporter à l'enfant et qui va lui donner une atmosphère de sécurité. L'amour est indispensable. Les vertus pédagogiques sont clairement indispensables,
Mais la parenté, c'est-à-dire l'affiliation, est un ingrédient au moins aussi indispensable et chacun doit être en mesure de pouvoir y répondre et en répondre. Selon l'association des parents gays et lesbiens, l'homoparentalité concernerait 300 000 enfants en France, jusqu'à 1 million dans quelques années. La santé, ce sont finalement plus de 200 médicaments qui pourront être proposés en libre service dans les pharmacies dès demain. Autrement dit, plus besoin de les demander au comptoir. Aspirine, sirop et autres pommades. L'idée est d'encourager le consommateur à comparer les prix pour faire jouer la concurrence. José Blanc-Lapierre, Frédéric Basile. Hier, il fallait que la pharmacienne vous les donne. Aujourd'hui, vous pourrez les prendre. Voici les médicaments en libre service. On a les différentes pathologies, douleurs et fièvre, des bains de bouche, des douleurs musculaires, des maux de gorge. Au total, 220 médicaments non remboursés pour s'occuper soi-même de ces petits bobos. Je trouve ça plutôt utile, mais ce qui est pas mal aussi ici, c'est qu'on a la possibilité de poser les questions aux pharmaciens justement en cas de doute. Et avec des prix affichés, donc visibles par le client, les tarifs devraient baisser de 10 à 15%. Il va y avoir concurrence entre les marques. Les laboratoires vont se faire concurrence. Donc il y aura une baisse de prix. Mais dans la profession, tout le monde n'est pas d'accord. Ici, les médicaments ne sortiront pas de leur tiroir. Sécurité avant tout. Pour moi, il n'existe pas de petits médicaments. En fait, c'est-à-dire qu'il existe des médicaments qui sont complètement des produits qui sont dangereux, efficaces, enfin, et qui sont du ressort du pharmacien. C'est très joli ce rayon. Des pharmaciens que la ministre de la Santé a voulu rassurer ce matin. C'est une démarche responsable, mais à l'intérieur d'un espace pharmaceutique dédié. Et ça, j'y tiens absolument. Derrière son comptoir. Les médicaments vendus en supermarché, ce ne serait donc pas pour tout de suite. Promesse de ministre. Plus que 3 jours avant les résultats du bac, ils seront connus vendredi. Nous avons souhaité revenir à cette occasion sur ce qu'on appelle les bacheliers précoces, ceux qui ont décroché le diplôme à 13 ou 14 ans. On en parle régulièrement chaque année et puis on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il n'y a pas de statistiques, pas vraiment d'études sur le sujet, seulement des parcours individuels. Mais vous allez comprendre que ceux qui ont été considérés comme surdoués pendant leur adolescence ne le restent pas forcément ensuite. Reportage Mallory Aounou, David Fossard. Cécile avait 14 ans, Christophe en avait 13. Et l'on parlait d'eux à la télé parce qu'après 4 classes sautées, ils passaient déjà leur bac. 5 ans, 10 ans après, qu'est-ce que ça change? Rien. Sa première entrée en boîte l'année dernière. Ça fait toujours un choc de savoir son âge et de se dire, mince alors, elle a 4 ans, 3 ans de moins que nous. C'est hyper compliqué. À 19 ans seulement, Cécile termine sa 2e année d'école vétérinaire. Des études exigeantes, son QI supérieur a trouvé un défi à sa mesure. J'ai redoublé ma 2e année de prépa parce que j'avais pas eu mon concours comme d'autres dans ma classe. Et j'ai des rattrapages comme d'autres ici, donc non, maintenant je suis à mon niveau et j'ai du mal comme tout le monde. Premiers obstacles, surmontés grâce à son entourage très présent. Les camarades ont relayé la famille, mais n'envient pas forcément sa précocité. Disons que grandir à cette vitesse-là, ça lui a profité à elle, mais ça profiterait pas forcément à tout le monde. Paradoxe fréquent pour ces bacheliers particuliers, arrivés dans le supérieur, ils doivent parfois attendre de trouver leur voie ou d'avoir l'âge de présenter certaines écoles. Christophe, lui, a gardé ses airs de collégien, mais est désormais ingénieur pour un grand groupe industriel. Il fabrique des logiciels 3D. On est dans l'étage de mon équipe et je suis actuellement le plus jeune dans l'étage, mais plus pour très longtemps, je pense. Vous êtes arrivé ici à quel âge? Je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. Après avoir intégré Polytechnique à 17 ans, rien que ça. Comme beaucoup, Christophe a suivi une des voies royales du supérieur. Le fait d'avoir fait de longues études, pendant 7 ans en tout, ont permis de rattraper un petit peu le retard en maturité. Arrivé avant 18 ans sur le monde du travail, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. À ses débuts, il a donné plus que d'autres pour être crédible, mais il y trouve son compte, déjà un salaire, fini la pression scolaire. C'est vrai que c'est l'idée de rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais jeune et maintenant profiter à fond de ce que je peux faire à côté, comme sortir avec des amis, faire du foot. Pour ne rien sacrifier, Cécile a elle choisi de faire de sa passion pour les cétacés un métier. Elle a décroché son premier stage à Madagascar avant même ses 18 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions lors de mon entretien qui étaient tournées sur mon âge. Est-ce que j'étais pas trop jeune pour partir de moi toute seule? Et il a fallu convaincre un peu plus parce que les gens sont toujours un peu déroutés et se demandent si je serais à la hauteur de quelqu'un qui a quelques années de plus. Loin de ses années bac, Cécile travaillera cet été encore dans l'océan Indien.
qui a dit qu'il fallait quitter ses rêves d'enfant pour devenir adulte. C'est le dernier luxe en matière d'architecture. La ville de Dubaï va bientôt abriter le premier gratte-ciel tournant. Les appartements peuvent pivoter autour d'un axe vertical pour changer de paysage au cours de la journée. La tour fera 420 mètres de haut. Patrice Pelé, Martin Vandenbock. Voici la tour dynamique avec appartements tournant sur 360 degrés. Toutes les audaces sont possibles. Ici, jardinet à tous les étages. Destinées à l'émirat de Dubaï et à la ville de Moscou, ces tours donnent l'impression d'onduler sous le vent. Le vent qui pourra même servir à produire de l'électricité. Nous allons poser des turbines, les mêmes que celles déjà utilisées dans les champs à la verticale. Mais les nôtres seront plus petites. On va les mettre entre les étages. Chaque appartement pourra tourner indépendamment des autres, à la vitesse choisie par son propriétaire, cependant pas plus d'un tour en 1h30. C'est un bâtiment qui se voit. Et donc il devient tout de suite le support, une espèce de lieu de fixation de l'ambition, de l'ego, quelquefois de la poésie, quelquefois de la laideur d'ailleurs, parce que certains sont furieusement ratés. La tour de Dubaï, 420 mètres, abritera des appartements à 30 millions d'euros. Le prix à payer pour suivre le soleil en permanence, pour profiter du paysage sans bouger de son fauteuil. Voilà, un peu moins cher peut-être pour certains le début des vacances avec le ciel pour complice. C'était aujourd'hui la journée la plus chaude de cette année 2008. 33 degrés par exemple à Lyon. Sur place Arnaud Comte, Thierry Simonet. 33 degrés, une chaleur étouffante et des fontaines aux allures de piscine municipale. Un peu fraîche mais c'est bien ouais. Bien. Ça rafraîchit, elle est bonne. Pourquoi vous avez un parapluie? Parce que le soleil. Il y a trop de soleil? Ouais. Sur les terrasses, les brumisateurs crachent leur première fumée d'eau de l'été. Servez-moi une petite salade et voilà le bonheur. Et on a eu une saison qui était vraiment horrible l'année dernière. Donc là, on est presque au niveau de la canicule, c'est génial. Ça donne envie d'aller écouter de la musique, sortir, boire des verres, voilà. Pour trouver un peu d'ombre et de tranquillité, voici le lieu tendance à Lyon, le parc de la Tête d'Or. Ici, on dessine les pieds dans l'eau et surtout, on ne se prend pas la tête. Là, il y a les canards, donc elle en profite un peu. C'est vrai que le parc de la Tête d'Or, avec le soleil, c'est plus agréable, quoi. Ah, ma chérie. C'est le seul endroit où on trouve un peu de fraîcheur au milieu de la ville, c'est sympa. Moi, je viens du sud et puis il fait plus chaud ici que chez moi dans le sud. Bonne balade, à tout à l'heure. Un petit tour de pédalo. Je t'arrose, tu m'arroses. Voilà qui sent bon les vacances. Et pour bien démarrer ce mois de juillet, rien de tel qu'un tendre baiser entre amoureux. Cinéma, Marc Lévy est l'un des plus gros vendeurs de livres en France. L'un de ses romans à succès, Mes amis, mes amours, est adapté aujourd'hui sur grand écran avec une belle distribution. Vincent Lindon, Virginie Ledoyen et Florence Foresti, entre autres. À Londres, Marie-Jo Jouan, Roy Connelly. Le décor du film, la 7e ville de France, Londres, pour une histoire d'amour et d'amitié au sein de la communauté française, inspirée plus ou moins de la vie de son auteur, Marc Lévy, le romancier à succès, installé ici depuis 8 ans. Un argument de comédie, deux amis divorcés avec enfants décident de cohabiter dans une grande maison. Tu vas pas te vivre en couple quand on n'est pas un couple. Et les enfants, vous leur dites quand? C'est génial. Et vous allez vous marier? Oui, franchement. C'est un fantasme que beaucoup de garçons ont eu, de se dire qu'est-ce qu'on serait bien si on habitait tous les deux. Tu te rends compte, on serait peinard, notre petit compte en banque, une petite baraque, on sort le soir quand on veut. Franchement, qu'est-ce qu'on risque à part se marier comme des dingues? Le plus supporte au bout de quelques mois. Ah oui, dans un couple normal, je suis d'accord. Mais nous, c'est pas pareil. Pas pareil. On couche pas. Ah oui, t'as raison. Ça, c'est un plus. Entre le fantasme de vivre avec son meilleur ami et la réalité, on voit bien que c'est très très compliqué, quoi. Surtout quand il y a des règles. Jamais de femme à la maison. L'histoire se complique avec l'arrivée d'une jolie journaliste. Entre l'amitié et l'amour, que choisir lorsqu'on a une vie si bien organisée? C'est vrai qu'ils sont dans une petite rue entre eux, mais comme tous ces expatriés qui reproduisent à l'identique ce qu'ils ont cherché à fuir. C'est marrant, mais je trouvais ça assez juste et ça m'a plu. C'est un film qui parle de nous. Le film a été projeté à l'Institut français de Londres, réaction de ceux qu'on appelle ici les habitants de l'avenue des Grenouilles.
quand on vit à Londres et qu'on aime Londres, ça fait plaisir de le voir filmer sous cet aspect-là. C'est Paris, mais sans les Parisiens. C'est très romancé, mais c'est très sympa. Ton règlement, je commence à en avoir marre. Reste une comédie sans prétention à voir en famille un jour de plus. Et si on doit s'engueuler, on s'engueule! Un mot de tennis à Wimbledon. Richard Gasquet s'est incliné de justesse hier soir face à Andy Murray. À 3 points du match, le Français s'est un peu écroulé, notamment après ce magnifique point décisif perdu dans le 3e set. Belle résurrection en revanche pour Arnaud Clément, 30 ans, 145e mondial. Il se qualifie pour les quarts de finale en sortant le Croate Silic. Voici là aussi l'un des plus beaux points du match. À noter chez les dames que les 2 sœurs Williams sont qualifiées pour les demi-finales aujourd'hui, ainsi qu'une chinoise, Zheng Jie. C'est la première fois dans un tournoi du Grand Chelem. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. La première journée de la présidence française de l'Union européenne a été marquée par 2 fausses notes, et notamment le fait que le président polonais refuse de signer le traité de Lisbonne après le nom de l'Irlande. Dans ce journal, Bernard Kouchner estimait que cette décision pouvait évoluer. Et puis la fusillade de Carcassonne fait tomber des têtes. Le chef d'état-major de l'armée de terre a démissionné après avoir été pris à partie par Nicolas Sarkozy. Quant au sergent auteur des coups de feu, il a été mis en examen et laissé en liberté ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h50, un film, Fantôme avec chauffeur, avec Philippe Noiret et Gérard Jugnot. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.